Bonjour à tous. Laurent, Amaury et moi-même sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui au Salon de la Data pour vous parler d'un partenariat entre le groupe James et le groupe Atlantique. Notre sujet aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur comment mettre la data au service du business et améliorer la performance commerciale en utilisant des techniques d'habitude présentes dans le monde digital, l'UX, et le data storytelling. Comment, par ces méthodes, nous pouvons améliorer la performance de nos commerciaux. Le premier point, c'est qu'on voulait un sujet data pour le terrain. C'est vraiment important pour le reste de cette présentation. Un petit mot sur le groupe James. Oui. Donc James, on est un industriel de la donnée avec environ on est 1000 consultants répartis partout en France et en Europe. Et on a une approche vraiment centrée autour du patrimoine de la donnée de nos clients. Donc on va aller accompagner nos clients sur tout le cycle de vie de leur projet data, que ce soit de la récupération de la donnée, le management, la gouvernance de la donnée et la restitution, la data vise. Donc c'est vraiment autour de tous ces aspects dans le patrimoine de la donnée. On va voir qu'il y a certains du coup, de ces aspects qui ont été abordés dans notre sujet d'aujourd'hui. Alors, le groupe Atlantique, c'est l'expert des solutions de chauffage, de ventilation et de l'air conditionné. Notre ambition est de faire progresser le confort thermique pour des millions de clients, pour répondre à des besoins de bien-être, d'hygiène et de santé, tout en essayant de favoriser la décarbonation des bâtiments, un enjeu clé pour la planète. Notre business model, notre organisation, elle est résolument multimarque. C'est ce que vous voyez en bas à gauche. Nous avons 20 marques, toutes plus ou moins autonomes, et qui ont une force commerciale. Elles sont organisées en réseau et il y a une force commerciale pas par marque, mais par un ensemble de 3-4 marques. Le business model, nous nous appuyons sur une vente à des distributeurs qui vendent à des installateurs qui viennent installer chez les consommateurs les produits que nous fabriquons. Notre force de vente est donc multiple, elle défend sa marque et elles ont toutes des besoins similaires mais en même temps différents. Notre objectif donc, c'était de fournir des informations exploitables à l'équipe de vente, pas en masse, mais vraiment pertinentes. Le défi, comme beaucoup, nous avons beaucoup de données, beaucoup d'avis sur quelle donnée est utile aux commerciaux. Et on a du mal parfois à structurer des rapports qui permettent d'être vraiment pertinents, exploitables et consommables par une force de vente dont le travail est de vendre et n'est pas d'aller déchiffrer ce que la data est en train d'essayer de leur dire. Les problématiques, les données ne sont pas structurées, beaucoup de réseaux, beaucoup d'applicatifs, beaucoup de volume de données. Et nous, notre équipe responsable de la fabrication des rapports, de la data vise, on a un processus qui est relativement long, lié à cette organisation complexe. Et il y a beaucoup d'étapes à passer avant d'arriver à sortir des rapports qui sont pertinents pour la force de vente, qui est vraiment demandeuse, pour le coup, d'avoir ces insights. Donc, nous avions besoin d'accélérer cette delivery auprès de notre force commerciale. Un petit peu de contexte. Donc, un installateur aujourd'hui a accès à une dizaine d'applicatifs où il accède à une certaine donnée. En y accédant, il crée lui-même de la donnée exploitable pour notre marketing ou nos commerciaux. Une donnée gouvernée en silo. La donnée est très bonne pour l'applicatif qu'elle sert, mais en transverse, c'est la cata. Beaucoup de data et 100 points de données qui sont parfois accessibles à nos commerciaux, donc c'est impossible pour eux de digérer tout ça.
un CRM, Salesforce, et notre outil de DataVis, c'est Power BI. Alors, je vais prendre le relais. Donc, je vous enchanté. Donc, moi, je suis designer. A priori, il y a assez peu de designers dans la salle. S'il y en a, je veux bien. Merci. 1, 2, 3, 4. Bon, on va essayer d'en avoir 80 à la fin de la présentation. Donc la question principale, si vous avez vu l'exposition qui est à l'accueil du salon, elle est très intéressante sur la DataVis, et vous verrez qu'il y a des conseils sur la DataVis. Et le premier conseil, c'est à qui on s'adresse. Ça a l'air comme ça un petit peu trivial dans un projet, mais c'est une question assez importante. Quel est le public de la data visualisation et plus généralement de l'accès à la donnée? Et la deuxième question, qui est très importante lorsqu'on fait de l'UX, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire à quoi ça va servir? Donc lorsqu'on se pose la question des utilisateurs et des contextes, on a tendance, lorsqu'on fait du projet en mode agile, à travailler avec des US, les user stories, les fameux en tant que, etc. Quand on est UX, on va travailler sur la notion de job to be done, c'est-à-dire de placer dans le contexte l'utilisateur avec un objectif, avec un résultat. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre de faire du narratif au niveau de la donnée et de faire du narratif au niveau du voyage, du parcours au travers de cette donnée. Souvent, vous avez dû entendre des conseils qui vous disent une information, un visuel. Bon, le problème, c'est que des fois, il faut beaucoup de visuels. Et on se retrouve en fin de compte avec soit des dashboards, soit des applicatifs où il y a énormément de données. Il faut aller puiser là-dedans. Donc nous, notre travail, il va constituer à détricoter un petit peu tout ça pour trouver l'essentiel. Donc qui? On va travailler sur des personas. Quoi? Quel travail? Le fameux job to be done. Donc dans le cadre de notre objectif commercial, eh bien, c'est obtenir de l'information sur un installateur. Donc c'est quoi un installateur? Quel type d'information? Et pour faire quoi? C'est-à-dire, cette connaissance doit m'amener à quoi? Donc objectif. Ensuite, ça s'inscrit dans un processus. Là, le processus est assez simple. Ce sont des rendez-vous, par exemple. Donc, avant le rendez-vous, j'ai besoin de certaines informations. Pendant le rendez-vous, je vais utiliser certaines informations. Et après le rendez-vous, je vais peut-être créer de nouvelles informations qui serviront pour celui d'après. Donc, la question du pourquoi, elle est très importante. Et surtout, le contexte. C'est-à-dire à quel moment, dans quel contexte, avec quels usages et quels comportements. Est-ce que ça doit être sur un téléphone? Est-ce que j'ai le droit à mon ordinateur? Est-ce que je prends des notes? Ça, ce sont des points comportementaux qui sont très importants lorsqu'on fait de l'UX, parce que sinon, eh bien, on ne crée pas vraiment de valeur d'usage et on peut être un peu décalé. Pour être plus concret, dans le cas de l'Atlantique, on s'est posé la question et on est arrivé en fin de compte à un certain nombre de résultats en interviewant les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un contexte qui pouvait être un contexte mobile, ils pouvaient être dans un contexte où ils voulaient un seul point pour interroger les fameux 100 silos de données, et ce point, ils l'avaient déjà, c'est l'outil de tous les jours, c'est le quotidien, c'était Salesforce. Donc il fallait introduire en fin de compte les informations de Power BI dans Salesforce. Tu as peut-être un commentaire, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, par rapport à ça, on s'est fixé un challenge. Et le challenge, c'était en une semaine, en 2 ateliers avec les équipes, essayer de poser un concept et essayer de rassembler l'essentiel des informations qui leur sont utiles. Voilà. En une semaine, c'est pas beaucoup. Donc le point qui était important, c'était de travailler en équipe, c'est-à-dire on a créé en fait une team. Côté James, donc data analyst, Amaury, UX design, c'était moi, et data ingénieur pour l'accès à la donnée, parce qu'on travaille déjà évidemment sur d'autres projets de data vis. Et puis côté, j'allais dire utilisateur, là on a une sélection de 5-6 personnes, voilà, qui faisaient partie du réseau. Alors comment on a collaboré? Donc Amaury par exemple, si tu as des commentaires sur la façon dont on a pu collaborer. Oui, effectivement, on a dans l'équipe des data analystes, data ingénieurs, on pourrait se dire là on est sur la partie UX design, donc
on n'est pas obligé de rentrer dans la technique. Néanmoins, c'est important que... Vous êtes tous les deux debout, je vais mettre debout aussi. C'est néanmoins important que la technique soit là, tout simplement pour deux raisons. Déjà, la validation technique de la solution, quand on va mettre en place la solution, être sûr que ce qu'on est en train de prévoir est réalisable techniquement dans l'outil qui a été choisi ou alors dans les outils qui sont pressentis. C'est une démarche où on n'est pas obligé de dire tout de suite on va partir sur du Qlik ou du Power BI ou du Looker, mais au moins pouvoir dire est-ce que ça c'est faisable ou pas techniquement dans ces différents outils-là. Le deuxième aspect, plutôt côté data ingénieur, c'est est-ce que la donnée est disponible ? Autrement dit, est-ce que je vais pouvoir, si on me demande des chiffres de vente, des informations sur tel ou tel produit, est-ce que je vais pouvoir les récupérer cette donnée ? Est-ce que cette donnée existe ? Et quel est l'effort pour aller la chercher ? Est-ce que c'est une donnée qui est déjà dans une base que je peux récupérer facilement, j'ai juste à faire une connexion, elle est exploitable ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une donnée qui existe certes, mais dans un logiciel opérationnel quelque part ou dans des fichiers qui sont maintenus par je ne sais qui, et où je vais avoir un effort supplémentaire pour aller chercher cette donnée, éventuellement la stocker et la ramener jusqu'à mon application ? Où là, forcément, la gestion de projet va être différente parce qu'on va avoir un travail en plus pour récupérer cette donnée-là. Alors, le point qui est important dans le collaboratif, c'est de ne pas créer des équipes qui travaillent séparément. C'est-à-dire que le designer, il va chercher à répondre à un problème et le data analyst va nous aider à savoir si on peut le résoudre et de comment on peut le résoudre. Donc on va itérer systématiquement. Dès qu'on va faire une proposition, on va vérifier que c'est faisable, tout simplement. Donc c'est ce qu'on fait en Lean Startup. Il faut que ce soit désirable, ça c'est le côté design. Il faut que ce soit faisable. Et on va vérifier systématiquement. Donc ça va nous permettre de travailler des maquettes, des prototypes, des propositions qui sont faisables et qu'on peut tester assez rapidement. Et après, on part sur la phase de développement. Donc là, on vous présente l'ensemble de toute la chaîne pour faire une data vise complète. Et là, comme on n'avait qu'une semaine, on s'est focalisé sur la partie atelier, première proposition. Donc vous ne verrez pas un produit fini, ce n'était pas le but. Là, le but, c'était de vous parler de la phase où on implique les utilisateurs dans le processus. Alors, on a fait un premier atelier où on a travaillé sur deux choses. Un, bien comprendre quelle était la structure du marché et les interactions entre tous les acteurs, en fin de compte, du marché. Donc, comme le disait Philippe, c'est un marché à plusieurs couches. Voilà, je vais faire un zoom. On a des... Atlantic vend à des distributeurs qui eux-mêmes revendent à des installateurs et c'est les installateurs qui vendent et installent chez les distributeurs, chez les clients. Donc on a un modèle B2B to B2C, quoi. Quelque chose comme ça. Donc le premier niveau de données, les distributeurs, c'est ceux à qui on vend directement, donc c'est assez simple d'accéder à la donnée. Par contre, le deuxième niveau, les installateurs, c'est des données qui ne sont pas toujours fiabilisées, qu'on récupère par les commerciaux ou de manière indirecte. Et donc forcément, il y a tout un travail de qualité de données aussi à appliquer pour être sûr que c'est exploitable. D'un point de vue business, parce qu'à un moment donné, il faut quand même parler un peu business. On n'est pas là uniquement pour faire des jolis dashboards, même si c'est sympa. Il faut que ça ait une efficacité, c'est-à-dire qu'on va chercher ce qu'on appelle en design de la valeur d'usage. Et la valeur d'usage, c'est de dire à quelle question on répond. À quelle question on répond. Donc, le service commercial va se poser des questions, par exemple au niveau de son installateur. Ce n'est pas son client direct, c'est déjà le client de son client. Mais ce client-là, lui, a ses problématiques aussi. C'est-à-dire que c'est le client final. Donc, on est vraiment dans un schéma qui est assez complexe. Donc, les questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les marques concurrentes, quel est le stockage, quelles sont les dernières visites, est-ce qu'on a une bonne relation, est-ce qu'il y a un bon feedback. Voilà. En fait, il y en a des centaines de questions. Donc, soit on connaît parfaitement son client, soit on a une vue partielle. Et c'est justement cette vue partielle qu'on va essayer de compléter à travers de la data vise, en fait de l'accès à la donnée essentiellement. Et tout le travail qu'on va faire, en fait, va reposer sur lister déjà toutes les informations qu'ils utilisent au quotidien, que ça vienne de la donnée ou que ça vienne de leur connaissance client, tout simplement. On en a eu beaucoup, et le travail a été en fin de compte de les regrouper par grandes thématiques pour essayer de voir est-ce qu'il y a quand même des sujets qui sont communs. Donc il y a un premier sujet qu'on appelait ID, qui est toute la partie, évidemment, fiche signalétique, réseau social, contact, téléphone, etc.
Dedans, il y a un certain nombre d'informations qui sont des informations administratives qui peuvent être utiles. Et puis on est allé très vite dans des parties de qualification, de relation à la marque, de marketing par rapport à des événements. Et tout ça commence à raconter une histoire de la relation avec le client, son potentiel et les actions qu'on peut faire. Et on a eu des verbatims assez intéressants. C'est-à-dire que la plupart des personnes nous disaient bah, alors ça, il le faut absolument. Ça, si on peut l'avoir, ça peut être bien dans tel cas. Et puis, éventuellement, on peut aussi avoir ça en plus, parce qu'il m'est arrivé de me poser la question. Donc tout ça, on le recense. Alors évidemment, là, on n'a fait qu'un atelier. Dans une démarche complète, on va faire une recherche plus poussée, et on va obtenir un certain nombre d'histoires commerciales enfin, qui peuvent se reproduire, qui peuvent être scalées, et où l'information va venir compléter cette stratégie. Et c'est ça qu'on visait. Un point qui est important, je vais m'attarder juste 10 secondes dessus, parce que ça court. Lorsqu'on veut créer des indicateurs, très souvent, on reçoit, nous, comme brief, bon ben voilà, je veux un dashboard avec tel KPI, tel KPI, tel KPI. C'est-à-dire qu'on part de l'indicateur, et puis on présuppose que l'utilisateur va se l'accaparer, qu'il sait très bien quoi faire avec. Le problème, c'est que ça fonctionne avec des gens qui sont là depuis des années, qui manipulent bien ces indicateurs. Ils ne sont souvent pas expliqués, ils ne sont pas mis dans un contexte, ils ne sont pas contextualisés. Donc, ils sont utilisés, mais assez peu en fin de compte, et souvent on en met de plus en plus en disant bon ben il y en a bien qui va être utile. Donc tout le travail, c'est de partir à l'inverse. C'est pas de partir des indicateurs, c'est d'essayer de remonter en fin de compte jusqu'à l'objectif ou le sous-objectif qui sous-tend que cette information peut être utile. Donc on va partir du job to be done que j'exposais tout à l'heure, et on va remonter jusqu'à l'information. Cette information va venir d'un indicateur qu'on va composer dans un écran. Mais c'est très important de partir de l'objectif. Si vous ne pouvez pas lister les objectifs d'une data vis ou d'un dashboard, c'est qu'a priori, vous êtes à côté du sujet. Voilà. C'est le conseil que je peux vous donner. Et ça, on le fait rarement, parce qu'on est beaucoup dans le comment et pas assez dans le pourquoi. Et ça va nous permettre de découper les écrans, de raconter une histoire, de faire un chemin narratif qui est en fin de compte le chemin par rapport à la thématique. Si je suis sur une thématique de qualification, de qualité de la donnée, je vais prendre un chemin à travers mes différents écrans. Par contre, si je suis sur du pricing pour faire de la performance, je n'aurai pas le même chemin. Je vais regarder, par exemple, quelles ont été les ventes des mois précédentes, quels sont les devis en cours, quels sont les résultats. Je ne suis pas dans la même histoire. Il faut arriver donc à thématiser. Et nous, on travaille en digital. Donc les designers ont l'habitude, on fait des arborescences et on essaye de voir quels sont les différents chemins narratifs. Et ça va nous donner des écrans. Ça va nous donner des écrans qui, chacun, vont avoir un ou deux sujets. Alors après, on se pose la question, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Voilà, on itère, on teste. Et ça, c'est le point essentiel, en fin de compte, de l'apport du design à la data vise, c'est-à-dire que c'est comme pour un site web, c'est-à-dire que toutes les pages ne seront pas vues, c'est pas grave, c'est pas le but. On ne cherche pas la performance du nombre de pages vues. C'est simplement en combien de temps on a fourni le service qui est donné l'information qui était demandée. Et ça se teste. Donc on va prendre un commercial, on va lui dire ben voilà, tu as un rendez-vous demain, tu ne connais pas ton client, je te donne, prends le temps qu'il faut, et on va observer où il va, qu'est-ce qu'il note, et on va pouvoir ainsi vérifier si on a répondu ou pas aux besoins. Alors j'ai fait vite pour qu'il y ait un petit peu de place pour les questions. Donc comment on est arrivé en fin de compte à faire une première proposition de la fiche installateur? Eh bien, on a repris tous les KPI, on les a posés dans un écran de zoning, hiérarchisés par rapport à ce qui avait été vu en atelier, et ça donnait donc un premier jet qui est en zoning, c'est pas une maquette. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est dense. C'est très dense. Il y a 2-3 niveaux de zoom, et il y a déjà un premier niveau, en fin de compte, au-dessus, qui est la fiche analytique. Là, il reste encore du travail. Il reste encore énormément de travail, parce qu'on n'a pas fait la couche graphique, c'est-à-dire de choisir quelle est l'information. Est-ce qu'on la présente par rapport à un historique? Est-ce qu'on la présente par rapport à un objectif? Ça sera la représentation purement graphique. Il y a des conférences là-dessus, donc on n'avait pas le temps aujourd'hui de l'aborder. C'est la phase suivante. Mais déjà, est-ce qu'avec ces informations-là, on peut répondre aux stories dont je vous parlais, c'est-à-dire je suis dans telle situation, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux obtenir cette information? Et tout ça est dans Salesforce. Voilà. Donc ça doit fonctionner en tablette, ça doit fonctionner en smartphone. Il y a tout un contexte qui fait qu'on va devoir édulcorer, simplifier, créer des chemins avec des onglets. Et encore tout ce travail-là à faire,
Mais là, on n'avait fait que 2 ateliers en une semaine. Le retour des utilisateurs... Extrêmement positif. C'était, est-ce qu'on peut l'avoir de suite? Ça permet aussi d'appuyer sur la météo, en fait. Vraiment, ce que je disais tout à l'heure, le commercial, il a besoin d'avoir une météo, de savoir comment va son client. Quels sont les signaux faibles que le client nous a envoyés, soit par des interactions sur nos sites web, au service après-vente, que lui n'a pas accès en tant que commercial. En mettant une météo des services, il sait tout de suite que quand il va voir son client, son installateur, il a un problème au niveau du SAV ou pas. Et donc c'est beaucoup d'images et pas forcément des chiffres. Lorsqu'on est habitué à développer des rapports, on va mettre beaucoup de chiffres, alors que là c'est plutôt du visuel qui était demandé, de la consommation en fait, pour aller très vite à la préparation du rendez-vous du commercial. Le point qui était important, c'était de vérifier la faisabilité. Donc à partir de ce premier zoning, voilà, moi je me suis tourné vers moi pour vérifier si ces données elles existaient. Parce que c'est bien beau de faire des promesses. Donc là, effectivement, à ce stade-là, on sait à peu près si les données existent. On s'est tourné vers les différents fournisseurs de données. Et l'avantage d'une maquette comme ça et des différents ateliers qui ont pu être faits avant, c'est qu'avec ces maquettes-là, on peut faire l'inventaire de tous les KPI dont on va avoir besoin. Donc finalement, on a déjà une idée de notre modélisation. On va pouvoir déjà poser une première spécification où on va regrouper finalement les données, les contrats d'interface, les KPI qui vont être créés et finalement toute la structure technique qui va être sous-jacente à cette solution. Sachant que pour certaines données, là on s'est contenté de dire par exemple chiffre d'affaires, les questions qu'on s'est posées, d'abord il y a plusieurs sources de données, donc il fallait les agréger. Ensuite elles ne sont pas à la même fréquence, donc il fallait les remettre dans un même espace-temps parce qu'on peut faire des comparatifs dans le temps. Et la granularité, en fin de compte, jusqu'où on peut aller au niveau de détail. Moi, j'ai besoin de cette information en tant que designer pour faire après des propositions d'interface, justement, de comment on va la présenter en fonction de tel ou tel scénario. Et c'est à ce stade-là, en fin de compte, où on travaille justement avec l'équipe data pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme solution derrière de DataVis. Alors que souvent, on fait l'inverse. On dit, tiens, là, on va mettre un graphique en bas, là, on va mettre un histogramme, là, on va mettre un donut. Non, en fait, il faut d'abord partir de quel est le besoin, à quelle question on doit répondre, qu'est-ce que j'ai comme données, est-ce que je peux l'améliorer? Et c'est une question qui est extrêmement importante. Est-ce que je peux l'enrichir, peut-être la croiser avec une autre donnée, et faire que 2 KPI vont faire qu'une seule représentation, mais qui parle. Là, le travail va commencer sur la partie choix de la DataVis. Mais déjà, on a posé l'essentiel, c'est-à-dire les utilisateurs, leurs besoins, à quelles questions on répond, et qu'est-ce qu'on a comme matériaux disponibles pour travailler. Voilà. C'était l'objet de cette conférence sur l'apport du design. Donc, on a pris là qu'un petit focus. Mais si vous revenez, on vous présentera tout le process en fin de compte. On est stand 33 sur d'autres propositions qu'on a pu avoir. Donc, en conclusion. Rapidement, en conclusion, cette approche avec les utilisateurs impliqués dès le départ nous a permis vraiment de faire de l'agilité et proposer les premiers indicateurs très rapidement pour qu'ils soient utilisés et pouvoir capter tout de suite les retours. On n'a pas cherché à livrer l'ensemble, on a choisi quelques indicateurs et on est parti. Donc plus d'agilité, un gain de temps dans le delivery, entre le moment où l'utilisateur va demander et le moment où il a accès à l'information, le cycle de développement est plus rapide. Et une meilleure communication entre les utilisateurs et ceux qui construisent. La suite, ça participe à l'amélioration de la culture data dans le groupe, qui est extrêmement chronophage. Mais c'est important de penser sa data dès le départ, à quoi elle va servir. Donc on a besoin de l'implication de tout le monde. Et la qualité de la data reste un sujet crucial. S'il n'y a pas de qualité de data, il n'y a pas de valeur ajoutée pour l'utilisateur. Voilà, je crois qu'on a atteint la fin du temps. Ouais. Alors je vais employer un mot que vous connaissez peut-être, la data literacy, c'est-à-dire la compétence de lire, d'analyser, de communiquer autour de la data. C'est un sujet qui n'est pas un sujet de data analyst, c'est un sujet qui concerne en fait tout le monde dans une entreprise.
Donc comment la conduite du changement, c'est comment améliorer la data littératie de l'entreprise. Et la partie data vise, la partie accès à la donnée, est très intéressante pour ça, parce que lorsqu'on va impliquer les utilisateurs, ils vont commencer à voir qu'en effet, la qualité de la donnée, ça joue. Souvent, on leur demande de saisir, mais voilà, c'est plus une charge qu'un bénéfice. Donc cette partie-là est assez importante pour nous, pour la conduite du changement vers une meilleure data littératie. Donc si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste quelques secondes. Oui, tiens, passez. Vous avez une question? Non, on a le temps pour une question. Ah, pardon. Bonjour. J'ai eu 2-3 minutes où je n'ai pas assisté à la conférence, mais au niveau du traitement de la donnée via l'IA, est-ce que vous avez ressenti le besoin de l'utiliser ou pas? Alors, je vais répondre que d'un point de vue utilisateur, non. C'est plus nous, c'est plus la direction qui souhaite utiliser ce nouvel outil. Mais dans un premier temps, notre utilisateur est très terre-à-terre, très opérationnel. Il n'est pas encore sur la phase IA. Voilà. Alors, d'un point de vue UX, moi je dirais, par exemple, si on parle de Power BI et de Copilot, on a fait un certain nombre de tests. Alors, voilà, il y a des choses, il y a des promesses intéressantes. La promesse, c'est en gros de donner plus de pouvoir à l'utilisateur. Voilà, c'est pas mal comme promesse. Il va pouvoir personnaliser en fin de compte son tableau de bord et l'information à partir du moment où il pose sa question assez facilement. C'est très bien, c'est une très belle promesse. Si ça fonctionne bien, si la donnée est de qualité, si, voilà, il y a quelques si quand même. Et moi j'en ajouterais un, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il ait lui-même cette fameuse data literacy, c'est-à-dire c'est pas simple de manipuler de la donnée. Par exemple, on peut passer de 1 à 2 en se disant ben, j'ai fait 100% de progression, ben, c'est formidable. Qu'est-ce que ça raconte en fait? Donc il faut savoir poser la question pour voir les tendances, voir les signaux et analyser. Ça s'apprend. Et ça s'apprend parce qu'on va donner des guides à travers justement les différents écrans. On va mettre un contexte, on va mettre de la légende, on va expliquer. Et si on ajoute de l'IA, il faut aussi ajouter l'assistance à l'IA. C'est extrêmement important aujourd'hui parce que il faut savoir détecter qu'une réponse est à côté de la plaque, par exemple. Bien, je crois qu'on a épuisé notre temps. Je vous remercie.